Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour ce troisième live, aussi nombreux et avec plein de nouvelles personnes derrière les écrans. Ça fait plaisir, le thème intéresse et je pense que c'est important. Vous allez nous parler aujourd'hui, les dévalideuses et Patrick Fougerolas, de la notion de validisme. Alors, pour introduire cette séance, je me suis permis d'emprunter l'image que vous voyez sur le site du groupe BPCE qui m'a semblé assez intéressante et peut-être Céline et les dévalideuses, vous nous en direz quelques mots si ça vous inspire, puisqu'il s'agit d'une image qui est censée introduire une démarche d'embauche d'indépendants en situation de handicap. Et ça m'a interpellé un tout petit peu, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'à part ceux qui sont en situation de handicap, finalement, les autres, ils sont tous pareils. Et tous très différents, finalement, des personnes en situation de handicap, parce que ce n'est pas déjà le début de la question du validisme. Donc, cette question-là, elle va être creusée par nos invités d'aujourd'hui. Donc, nos invités, Patrick Fougerolas, anthropologue, qu'on ne présente plus, en tout cas j'espère qu'on ne présente plus Patrick aux gens qui sont présents aujourd'hui. Spécialiste de la construction sociale du handicap, conseiller scientifique au RIPPH, il nous en dira certainement quelques mots tout à l'heure. Et pour ceux qui ne connaissent pas Patrick et ses travaux, je vous invite à lire La funambule, le fil et la toile, son livre qui reprend une grande partie de ses travaux. Donc Patrick interviendra en deuxième partie, en discussion, après les dévalideuses, collectif handi-féministe, composé aujourd'hui, pour les représenter, de Céline Extinso, qui est aussi membre du réseau H2I Handicap Innovation Inclusive, Charlotte Pluisieux et Clémentine. Donc je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter votre collectif, et puis enchaîner ensuite sur la présentation de ce qu'est pour vous la notion de validisme et puis comment ça peut se comprendre aujourd'hui. Ok, alors c'est moi qui vais commencer par prendre la parole pour vous présenter déjà un petit peu le collectif, qui on est et comment on est né. Donc on est les Dévalideuses. Nous sommes un collectif non mixte handi-féministe. C'est-à-dire qu'on est un collectif sans personnes valides, ni hommes cis, et on croise les luttes antivalidistes et féministes. L'histoire a commencé en novembre 2018, donc il y a 1 an et demi, suite à la marche Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Moi, je regardais cette manifestation-là depuis chez moi. Je n'avais pas pu participer à la manifestation. Et je me disais, bah, ça va être l'occasion de diffuser un petit peu tous les sujets ayant trait aux violences faites aux femmes handicapées, puisqu'on sait que les femmes handicapées sont 5 à 10 fois plus victimes que les femmes valides de violences, que ce soit conjugales, sexuelles ou autres. Et en fait, j'ai rien vu du tout. J'ai vu aucune personne handicapée dans la manifestation et le sujet était complètement absent. Donc, je me suis juste dit, il y a un problème et c'est dommage. Donc, j'ai lancé un appel un peu comme ça, c'était passé sur Twitter. J'ai lancé un petit appel à rassemblement en disant, les meufs ont dit, on ne ferait pas quelque chose, faut qu'on se fasse entendre. Et il y a eu effectivement un gros écho à mon appel. Et donc, on s'est retrouvés nombreuses à avoir fait ce constat et à avoir envie de se rassembler et de faire porter notre voix. Donc, ça a mis du temps à se mettre en place. Et 1 an plus tard, pour la marche Nous Toutes suivante, donc en octobre-novembre 2019, on a créé les Dévalideuses.
Aujourd'hui, on est une douzaine de membres aux profils et aux handicaps divers. Maintenant, on essaye et on arrive un petit peu à donner plus de visibilité aux femmes handicapées et à leurs problèmes. Voilà. L'accueil du collectif parmi la sphère militante et autres a été très bon. Apparemment, il y avait une place à prendre. Les gens nous ont dit c'est étonnant que ça n'existait pas avant. Donc oui, il y a vraiment un sujet qui intéresse et beaucoup de matière à travailler. Alors, pourquoi on lie féminisme et antivalidisme? En fait, dans les sphères militantes, il y a le concept d'intersectionnalité qui est très important et très repris ces dernières années. Alors, en 2 mots, à l'origine, l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été créé par Kimberly Crenshaw, qui était une femme noire et qui ne trouvait pas sa place dans les milieux féministes ni dans les milieux antiracistes. Et qui a développé cette idée-là en arguant que c'était doublement intéressant. Déjà parce que croiser les différentes luttes permet de voir les similarités. On retrouve souvent les mêmes patterns dans les oppressions et ça permet de prendre un peu de recul et de voir les liens et de mieux travailler. Et aussi, ça permet de mettre le doigt sur une situation particulière au croisement des 2 oppressions qui peinent généralement à trouver écho d'un côté comme de l'autre. Donc, au-delà de cette situation qui a créé l'afroféminisme finalement, qui a donné naissance un peu, maintenant, l'intersectionnalité a été repris pour toutes les luttes, pour croiser les luttes LGBT, antivalidistes, et voilà. Donc, nous, on s'intéresse évidemment particulièrement au féminisme et à l'antivalidisme parce que, en fait, il y a énormément de thèmes qui se croisent. Parce que les femmes, comme les personnes handicapées, sont souvent dépossédées de leur droit à disposer de leur corps, infantilisées, précarisées, violentées. Et globalement, on a un peu les mêmes griefs. Parfois de la même façon, parfois en sens inverse, mais c'est toujours intéressant de réfléchir ensemble parce que les racines du problème sont souvent les mêmes et l'objectif reste généralement l'émancipation et la liberté de choix. Par exemple, au niveau sexualité et procréation, du côté des femmes, on constate qu'elles sont plutôt réprimées. La sexualité des femmes est plutôt réprimée. Par contre, on les encourage à tout prix à être mères. Pour les personnes handicapées, c'est un peu le contraire. La sexualité est réprimée aussi, mais au niveau procréation, c'est surtout pas. Mais bon, voilà, on garde le même objectif. Lâchez-nous les ovaires. On veut juste pouvoir choisir. Donc, concrètement, notre esprit des valideuses, c'est un esprit avec de la liberté et de la colère, mais on essaye d'y mettre aussi humour et pédagogie, en espérant garder cette patience sur le long terme. En tout cas, pour le moment, on essaye d'utiliser ces outils-là au maximum. Alors, on s'adresse à différents publics, et c'est vrai qu'on adapte beaucoup notre ton au public visé. D'un côté, on a envie de communiquer au grand public, parce que le validisme, c'est un thème encore très peu connu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je laisserai mes collègues vous en parler un peu plus après. Mais voilà, on est là pour expliquer, pour pas braquer les gens qui n'en ont jamais entendu parler. C'est un thème... Voilà, on ne peut pas demander aux gens d'être au point tout de suite.
Donc, pédagogie pour le grand public. On a envie de s'adresser aussi beaucoup aux sphères militantes, parce qu'eux ont déjà des clés de compréhension et on a vraiment besoin de collaborer. Et donc, on va avoir un discours un petit peu plus musclé et exigeant avec ces sphères-là. Pour l'instant, l'accueil est très bon. On attend de voir si ça se concrétise par du soutien en acte par la suite. Et puis, troisième axe, on s'adresse aussi beaucoup au public handicapé parce que même pour nous, nos mentalités doivent beaucoup évoluer parce qu'on charrie énormément de validisme intériorisé. On baigne dans une société validiste et on finit par croire tout ce qu'on nous dit. Et en fait, on reproduit les schémas qu'on nous inculque. Donc, nous, on est là pour inverser un petit peu la tendance. On espère redonner un petit peu force et confiance en leur capacité aux personnes handicapées et en leurs valeurs. En particulier, on mise beaucoup sur la diffusion de la crip culture. La crip culture, c'est tout ce qui concerne la culture handi, parce que on baigne dans un milieu valide quasi exclusivement et on manque de rôle modèle, de figures à qui on peut s'identifier. C'est essentiel pour se construire. Et donc, on essaye de raconter un peu nos histoires, pouvoir compter sur une communauté, c'est important, et pouvoir revendiquer cette identité comme quelque chose d'aussi valable qu'une autre. Et voilà, arrêter de nous excuser d'être handicapés. Donc voilà, au-delà de tout ce qui est communication, on compte aussi évidemment travailler sur des actions plus concrètes, des collaborations, des revendications politiques. Voilà, on espère pouvoir transformer tout ça en actes. Mais puisqu'on est là pour parler validisme et pour vous expliquer un peu ce que c'est, du coup, je vais passer la parole à Charlotte. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Charlotte Puiseux. Je fais partie des valideuses depuis quelques mois, depuis janvier, un peu après le lancement du collectif. Voilà. Et sinon, je suis psychologue et j'ai fait une thèse sur le mouvement CRIP. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept de validisme, qui, comme Céline l'a dit, a du mal encore à vraiment exister, notamment en France, et à être connu du grand public. Donc, c'est un terme qui vient de ableism, de l'anglais. Il est apparu dans les milieux militants au Royaume-Uni dans la deuxième partie des années 80. Il est donc souvent traduit en français par validisme, des fois aussi par capacitisme, mais le capacitisme, c'est plus utilisé au Québec, par exemple, ils utilisent beaucoup ce terme-là, mais en France, on voit plus l'utilisation du terme validisme. Donc, il est inspiré, bien sûr, du militantisme anglo-saxon des années 70 et des luttes des personnes handicapées pour les droits civiques, avec bien sûr l'expansion du modèle social et la lutte contre le modèle médical du handicap. Donc, il met en avant l'idée d'une construction sociale des identités aussi bien handicapées que valides. Et donc, du coup, il crée une possibilité de prise des militants et des militantes sur ces questions, puisque en dénaturalisant le handicap et la validité, en mettant en avant le fait que ce soit des constructions sociales, on permet que les militants et les militantes puissent agir sur ces questions et que ce soit plus relégué à des termes individuels, personnels, voilà, comme le handicap serait le résultat de défaillances corporelles d'un individu et sur lequel la société n'aurait pas de prise. Donc voilà, ça c'est les avancées du modèle social remettent en cause tout ça et expliquent en quoi la société peut et a prise sur les questions de handicap et de validité. Donc le validisme, pour le définir assez brièvement,
c'est un système d'oppression vécu par les personnes handicapées du fait de leur non-correspondance aux normes médicales qui établissent les termes de la validité. Donc, en médecine, en fait, on voit le corps humain comme ayant des capacités naturelles qui doivent être attendues de tout corps humain pour qu'il soit considéré comme humain. Et du coup, si ce corps n'a pas ces capacités valides, il est infériorisé. Donc, c'est une idéologie qui veut que les corps non correspondants à ces critères, qui sont donc jugés handicapés, aient moins de valeur et soient naturellement considérés inférieurs, donc discriminés. Et c'est donc aussi un jugement moral qui se cache derrière ce système d'oppression, qui associe donc les bonnes capacités au bon corps et qui crée un schéma donc naturalisé et érigé en idéal universel qui veut que ce soit ce que tout le monde voudrait atteindre. La validité la plus parfaite, c'est un objectif universel souhaitable pour que tout le monde soit heureux et heureuse. La personne handicapée dans tout ça, c'est une version ratée de la personne valide et donc à l'humanité réduite. Le validisme, il fait système dans la société, il traverse l'ensemble de la société. Donc, je vais énumérer quelques points. Par exemple, les composantes juridiques et législatives. On l'a vu à travers la loi Elan, le report d'application du volet accessibilité de la loi 2005, l'abandon du fonds qui devait récolter les amendes payées par les établissements recevant du public non accessible, toute une série de lois ou de retraits de lois justement qui font que les personnes handicapées sont à nouveau discriminées, stigmatisées, exclues de la société. Ensuite, dans les composantes médicales, par un traitement du corps handicapé différent. Tout d'abord aussi un manque d'accessibilité tout simplement à différents niveaux des lieux médicaux, du matériel, de manque d'informations en langue des signes, en braille, l'accessibilité au sens large, manque de formation du personnel médical. Et aussi, donc, comme on l'a dit, par l'utilisation toujours prégnante en France du modèle médical qui estime que le corps handicapé est à redresser, corriger et ne peut être soigné que dans l'idée de se rapprocher de la validité. Ensuite, dans des composantes culturelles aussi, le validisme est présent. Donc, on le voit par le manque d'accès, comme on l'a dit, aux lieux de culture, dans tous les sens du terme, mais aussi l'absence, par exemple, de figures modèles de personnes handicapées connues qui permettraient une identification du public à des figures de personnes handicapées connues sur lesquelles s'identifier, pouvoir se projeter, pouvoir projeter une image positive, des choses comme ça. Également un manque d'accès aux biens communs et une relégation des personnes handicapées dans les institutions spécialisées. Donc les institutions spécialisées, c'est vraiment un symbole fort du validisme avec cette exclusion physique, spatiale des personnes handicapées dans la société. Et également un maintien des personnes handicapées dans la précarité économique, avec un taux de chômage beaucoup plus élevé chez les personnes handicapées, ou encore une fois des lois stigmatisantes comme la prise en compte des revenus du ou de la partenaire dans le calcul de l'AAH. Donc voilà, quelques petits exemples parmi d'autres de tous les liens que le validisme peut avoir dans la société. Et donc, en découlent des traitements différenciés pour les personnes handicapées, oscillant entre infantilisation. Donc, c'est une tradition, ça, l'infantilisation des personnes handicapées qui veut que les personnes handicapées ne soient pas capables d'être maîtresses de leur vie et que leurs conditions justifient par essence une mise sous tutelle plus ou moins explicite. Encore une fois, l'institutionnalisation en est un parfait exemple. Donc, d'un côté, ce type de comportement, et de l'autre, une héroïsation souvent aussi des personnes handicapées qu'on survalorise, notamment quand elles arrivent justement à se rapprocher des critères de la validité.
avoir une vie normale, comme on dit. Aussi, on les survalorise parce qu'elles arrivent voilà, à faire des choses qui, justement, se rapprochent de la normalité valide. À ce sujet, du coup, on peut parler en fait d'antinationalisme, pour reprendre l'idée d'un concept queer, justement, qu'est l'homonationalisme, et qui veut dire en fait que c'est un phénomène à l'œuvre chez les nations occidentales de mettre en avant la réussite justement sociale de certains et de certaines de leurs citoyens et citoyennes handicapés, renvoyant ainsi d'elles-mêmes, c'est-à-dire des nations, l'image d'une nation tolérante et intégrative. Mais en fait, cette politique, elle renforce le système validiste, puisque ces citoyens, ces citoyennes handicapés ne sont glorifiés que parce qu'ils et elles arrivent à se rapprocher de la validité. Et elle met encore plus à la marge la grande majorité des personnes handicapées qui ne se retrouvent pas dans cette version envoyée par la nation. Donc voilà, la validité, elle est considérée comme une réalité, comme on a dit, un fait objectif dans le validisme. Elle est essentialisée. Son processus de construction identitaire est nié comme système socio-culturel. Donc, dans le cas du handicap, le biologique sert à justifier un destin individuel, donc celui des personnes handicapées d'être naturellement inférieures, et elle crée ainsi le privilège validiste. La société donc, se dégage ainsi de toute responsabilité, et c'est pour ça, d'autant plus que c'est important de nommer le validisme, puisque en fait, c'est mettre en lumière cette réalité collective et institutionnelle qui résulte d'un système social où les personnes handicapées sont exclues par toutes les composantes, donc on a cité juridique, médicale, culturelle, économique, et sont donc déshumanisées à plus ou moins grande échelle. Donc voilà. Après, pour répondre réellement à la question que Loïc t'a posée au début sur le fait que les personnes valides à travers le dessin que tu avais mis seraient toutes pareilles et que les personnes handicapées sont représentées comme justement différentes. Pour moi, c'est une représentation validiste, oui, dans le sens, et justement, le mouvement CRIP travaille sur ces questions de sortir de la binarité, justement, entre handicap et validité, et que chaque individu, en fait, qu'il soit désigné socialement valide ou handicapé, en fait, il est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, il est à la fois l'un, à la fois l'autre, au sens où le handicap et la validité fonctionnent ensemble, et que du coup, chaque individu a en lui une part plus ou moins grande de handicap, plus ou moins grande de validité, mais qu'en fait, on ne peut pas les penser séparément en binarité l'une de l'autre. Voilà, je pense que maintenant, je vais passer la parole à Clémentine pour la suite du coup de l'explication. Merci. Bonjour, je suis Clémentine, je suis membre d'idées valideuses depuis plusieurs mois et aussi étudiante en philosophie biomédicale. Moi en fait, je vais présenter plutôt le validisme d'un point de vue très concret avec des exemples parce que, comme l'a dit Charlotte, le validisme traverse toute la société et avant d'être un concept, c'est une réalité vécue dans leur chair par toutes les personnes handicapées. Le système validiste tend à tuer et enfermer les personnes handicapées, élément indésirable de la société. Cette déclaration peut sembler excessive, mais il n'en est rien. Parlons par exemple du coronavirus. Cette épidémie a rendu plus visible en fait les discriminations que subissent les personnes handicapées, ne serait-ce que dans la communication qui a été mise en place autour du coronavirus. Parce que, on a bien vu en fait que dans les premières semaines, le discours principal c'était « ne vous inquiétez pas, ce virus n'est dangereux que pour les personnes fragiles ou porteuses de comorbidités ». Grosso modo, on a assuré aux personnes valides qu'elles n'avaient pas à s'en faire, qu'elles pouvaient aller travailler joyeusement, car seuls les handicapés risquent de mourir. Ce qui, dans une société validiste, en fait, est acceptable. La mort des personnes handicapées est acceptable, car nous sommes moins importantes, moins productives, plus fragiles. Et j'insiste sur le moins productif parce que, évidemment, le validisme et le capitalisme vont main dans la main à travers une injonction mortelle à la productivité. Ce virus a aussi révélé l'impact du validisme dans l'accès aux soins.
Donc, par exemple, on sait tous qu'il y a eu un phénomène de triage en fait des médecins qui ont dû choisir quel malade soigner. Et évidemment, ce tri s'est aussi fait avec une estimation de la qualité de vie des patients. Et en fait, cette estimation de la qualité de vie, elle est biaisée parce que au sein du système validiste, la meilleure vie possible est celle d'un valide. Donc, une vie d'handicapé ne vaut pas la peine d'être vécue, ce qui a donné lieu à des situations tragiques. Je pense par exemple à une histoire récente donc, qui s'est passée aux États-Unis, à Austin, au Texas, où un père de famille devenu tétraplégique suite à un accident cardiaque s'est vu refuser tout soin, et donc qui était atteint du Covid, s'est vu refuser tout soin de la part des médecins parce qu'en fait, ils ont estimé que comme sa qualité de vie était, je cite, nulle, ce n'était pas la peine de le soigner. Donc, il a été privé de soins pendant plusieurs jours, malgré les tentatives désespérées de sa femme de le faire accéder à des soins. Et donc, il a été privé d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours et il est mort. Donc, l'accès aux soins est conditionné par une estimation biaisée car validiste de la qualité de vie. Seule une vie de valide mérite d'être vécue. Toute autre forme de vie doit être abrégée et cela nous tue littéralement. Je dois aussi ajouter que même si en fait il y a une conception naturaliste du handicap qui fait qu'on dit que les personnes handicapées souffrent du fait de leur handicap, de leurs différences physiologiques. En fait, au sein du système validiste, tout est organisé de façon à réduire la qualité de vie des personnes handicapées. Donc, ça se fait par exemple à travers l'enfermement des personnes handicapées en institution. Mais même en ce qui concerne les personnes handicapées libres qui ont échappé aux institutions, il y a quand même des tentatives de réduire leur liberté. Je pense notamment à un rapport produit récemment par François Ruffin, député de la France Insoumise, qui a déclaré que les personnes handicapées ne devraient plus être en mesure d'employer, comme c'est le cas actuellement, des auxiliaires de vie, donc des gens qui aident au quotidien les personnes handicapées à vivre leur vie de la façon la plus autonome possible. Et elle les emploie actuellement avec la prestation de compensation de handicap, donc elle leur verse, elles reçoivent de l'argent de l'État et cet argent est versé aux auxiliaires. Mais François Ruffin estime que ça ne devrait plus arriver, ça ne devrait pas exister et que c'est des entreprises spécialisées qui devraient employer les auxiliaires de vie et donc décider en fait de l'emploi du temps, des choix de l'emploi du temps et de tous les détails de la vie des personnes handicapées à leur place, car la fragilité des personnes handicapées les rend incapables en fait, les rendrait incapables de faire des choix pertinents en matière d'emploi d'auxiliaire de vie. Donc là, on peut voir clairement une volonté de compliquer toujours plus la vie des personnes handicapées, de leur priver de leur libre et de les priver de leur libre arbitre, et évidemment de les contraindre à rejoindre des institutions, car c'est aussi le but du système validiste. Donc maintenant, je vais parler plutôt du validisme, celui que l'on vit au quotidien, à travers des microagressions validistes. Donc, ça peut se produire, par exemple, par rapport à l'espace personnel. Donc, on considère que chacun a un espace personnel qu'il ne faut pas envahir, mais cet espace personnel n'existe pas pour une personne handicapée. Souvent, ça arrive qu'une personne donc, se donne le droit d'envahir l'espace personnel d'une personne handicapée pour lui caresser la joue, pour pousser son fauteuil en insistant, alors même parfois même sans demander, sans même que la personne handicapée n'ait besoin d'aide. Ça se produit aussi par exemple quand une personne caresse le chien d'assistance d'une personne aveugle, ce qui évidemment est une mise en danger. Il y a aussi d'autres types de microagressions validistes, comme celle provoquée, comme celle qui la personne à la catégorie mystique. Donc ça va être plutôt la perception religieuse du handicap. Et donc ça se traduit par des microagressions, par exemple des gens dans la rue qui disent à d'autres personnes, qui disent à des personnes handicapées, qui leur demandent est-ce que je peux prier pour vous, alors même que le contexte ne s'y prête pas. Le validisme, les microagressions validistes, les microagressions validistes touchent aussi les personnes porteuses de handicap invisibles. Par exemple, quand on refuse un siège dans le métro ou la priorité à la caisse à une personne car elle n'a pas l'air handicapée. Je pense qu'il faut aussi parler des conseils non sollicités que l'on donne souvent aux personnes handicapées. Ces conseils
ce sont des conseils donc que l'on donne par exemple à une personne handicapée pour qu'elle obtienne une sorte de guérison miraculeuse en disant mais est-ce que tu as testé l'acupuncture pour tes douleurs parce que moi je connais ce praticien, ou alors en disant mais quoi, t'es toujours sous antidépresseur, c'est pas naturel, tu devrais faire de la sophrologie. Évidemment, ces conseils non sollicités sont dommageables puisque, puisque ces conseils, en fait, ces conseils non sollicités, c'est refuser le droit de la personne handicapée à disposer de son corps. C'est une ingérence, en fait. C'est refuser le droit de faire ses propres choix par rapport à sa maladie. Et donc, cela pose donc des problèmes aux personnes handicapées qui sont privées de leur liberté. Le validisme au quotidien, c'est aussi l'infantilisation. C'est des regards empreints de pitié. C'est les valides, pleins de bonnes intentions, qui disent « Je préférerais mourir que d'être comme toi. C'est vraiment courageuse. » C'est ces personnes valides qui, pour s'adresser à une personne malentendante, hurlent, alors qu'en fait, il suffit d'articuler. C'est aussi ceux qui parlent uniquement aux aidants d'une personne handicapée, alors que cette personne est concernée par la conversation. Je pense également à ces gens qui se permettent de terminer les phrases d'une personne bègue, donc qui a du mal à parler, car cette personne ne va pas assez vite à leur goût. On peut aussi penser à des microagressions type ah, tu travailles, qui sont relatives au travail. Par exemple, il y a une tendance à dire aux personnes handicapées ah, tu travailles, c'est bien, tu t'occupes. C'est comme s'il s'agissait d'un hobby, alors que pour de nombreuses personnes handicapées, le travail est une nécessité, comme pour les personnes valides en fait, ce qui apparaît inconcevable. Je veux aussi parler du validisme qui touche les personnes porteuses de handicap psychiatrique. Donc, ce type de validisme, ça va être des injonctions, notamment, celles à suivre des traitements psychiatriques, dans le cas de, notamment pour les personnes qui sont porteuses de handicap psychiatrique étiquetés et stigmatisées comme dangereux, comme les personnes schizophrènes, et qu'on voit toujours à l'écran comme des personnes qui sont proies à des actes de violence terribles, très dangereuses pour l'autre, alors que c'est faux. En fait, ce cliché sur les personnes atteintes de handicap psychiatrique ou par exemple de schizophrénie est faux, puisque selon un rapport de la Haute Autorité de Santé sur la dangerosité psychiatrique, il y a une surestimation manifeste du risque de comportement violent chez les personnes souffrant de troubles mentaux. En fait, seulement 3 à 5% des actes violents sont commis par des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Et je dois aussi ajouter que le validisme, non content d'être présent dans le monde réel, est aussi particulièrement actif dans le monde imaginaire. Il nous abreuve de représentations fausses et terrifiantes de personnes handicapées, et surtout en dipsy. Je pense évidemment à tous ces films à succès comme Le Joker, Le Silence des Agneaux ou American Psycho. Donc, dans toutes ces œuvres, il y a un point commun, donc c'est le lien entre la folie et une criminalité véritablement théâtrale, en fait. Et ça pose problème puisque ça renforce le stigmate qui pèse sur les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ça renforce l'exclusion et la peur et ça crée évidemment des représentations biaisées. Donc, pour conclure, le système validiste est une puissance tentaculaire qui écrase, qui broie. Elle resserre les limites de notre monde, de notre corps, de notre esprit et de notre imaginaire. Mais heureusement, depuis longtemps déjà, depuis les années 70, il y a une vraie lutte contre le validisme. Et nous, avec les dévalideuses, on espère lutter avec tous les autres contre ce système. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. C'était particulièrement intéressant. Je vais laisser tout de suite la parole à Patrick, qui va pouvoir intervenir, discuter. Patrick, je te laisse libre de la suite. Tu interviens, des remarques, des questions à ton choix. Et puis, on passera ensuite à une période de discussion avec les personnes qui sont autour. À toi, Patrick. Bien, d'accord. Merci beaucoup pour tous ces éclairages que je trouve très, très importants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées. Donc, le lien avec le modèle social en particulier, qui s'est opposé avec le modèle biomédical et qui considère que les sources en fait
du handicap ou des obstacles à la participation sociale des personnes qui ont des corps différents, des fonctionnalités différentes, qui est relié à un environnement, à un système. Et c'est ça qu'on vise, en fait, c'est ça que vous mettez en avant de manière très juste, c'est la construction systémique, finalement, d'une oppression qui est basée sur des différences, hein, sur des différences corporelles. Quelques remarques, parce que bon, vous l'avez soulevé, là, le validisme, en fait, vu du côté de l'autre côté de l'Atlantique, les gens comprennent pas ce que c'est, dans le sens où on n'utilise pas le mot valide. Et parce que la notion de valide, invalide, telle qu'elle est extrêmement ancrée en Europe en particulier, elle nous vient en fait des guerres, hein, donc des personnes qui ont été mutilées à la guerre ou du volet travail. Donc c'est toujours dans une perspective justement capitaliste d'utilisation des corps comme quelque chose de performant et de productif et qui fait la distinction à la fois entre les valides, donc qui seraient n'importe qui, performant et avec un corps ordinaire, et les invalides qui porteraient à l'intérieur de leur capacité, de leur corps, de leur différence, une impossibilité là de se conformer. Par contre, on va mettre en place un ensemble de mesures pour assimiler les invalides et faire en sorte, là, comme vous l'avez dit, là, de les remettre dans le droit chemin. C'est la notion d'orthopédie, mais donc de redresser les personnes. Donc c'est juste pour vous dire que nous, on utilise plus le terme capacitiste comme ça a été souligné en lien avec la traduction d'ableism, qui vient effectivement, tel que ça a été dit, là, des approches féministes. Et ce qu'il y a d'important, en fait, c'est que le validisme ou le capacitisme, c'est comme quelque chose, moi j'appelle ça un angle mort au niveau social, c'est-à-dire que les personnes ne les voient pas, en fait les ignorent parce qu'ils sont pas dans le décor. Et ça c'est particulièrement vrai, je trouve en France et en Europe à cause du phénomène de l'institutionnalisation, comme ça a été dit. Le modèle biomédical est extrêmement dominant et le recours à l'institution amène l'invisibilité des corps et des comportements. Donc on a tendance à une approche très très binaire, c'est-à-dire ceux qui sont handicapés, leur place est plus dans la prise en charge bienveillante, paternaliste et tout ça. On va leur faire du bien en les soutenant dans un milieu institutionnel, mais l'impact que ça a, c'est que on accroît, en fait, culturellement, puis de manière systémique, on élimine les comportements ou les corps ou la fonctionnalité différente de ce qui est vu dans le quotidien. Alors ça vient comme mettre une emphase encore plus particulière. C'est pour ça que quand on parle de construction culturelle du handicap, comme on le fait avec le processus de production du handicap, il faut toujours penser que la situation en France, elle est située dans un contexte institutionnel de préjugés ou même, comme on l'a dit là, de valeurs des capacités humaines, qui est propre à une mentalité particulière. Et que, moi je suis anthropologue, donc à chaque fois, on peut pas juste dire que c'est pareil partout. Il faut absolument aller à une analyse située, je dirais, de comment ce phénomène-là se manifeste
dans chaque contexte. Et c'est aussi vrai par rapport à ce que vous avez dit, selon les types d'incapacité ou de différence, parce que le rapport à l'invisibilité ou, ou à la condescendance ou à la bienveillance va varier beaucoup selon aussi les types de handicap. Alors, moi, j'aurais peut-être eu une question par rapport à ça, c'est que souvent on voit la tendance en fait dans les CRIP studies ou dans les disability studies, puis c'est vrai aussi par rapport à la question de l'intersectionnalité, par rapport au LGBT, par rapport au mouvement actuellement Black Lives Matter. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les ismes? C'est-à-dire, on sait que le mouvement féministe, pendant très très longtemps, a été imperméable aux demandes des femmes handicapées. C'est quand même un phénomène extrêmement récent que, à l'intérieur même du féminisme, on reconnaisse la différence reliée à la variété des corps et des différences comportementales. Mais souvent, la tendance dans les disability studies, c'est de mettre en exergue une différence et parfois on a une tendance à réessentialiser cette différence dans un combat politique. Donc, moi, une question que je trouve importante, là, c'est bien entendu le bien fondé de la compréhension validiste et anti-validiste est très clair et ça fait partie de la lutte politique contre l'oppression. Mais c'est quelle différence qu'on doit mettre de l'avant. Donc, comment on met en place l'intersectionnalité? Parce que le fait, par exemple, comment on lutte ensemble contre le sexisme, contre le racisme, contre le validisme, contre l'agisme. Tout ça fait référence à des caractéristiques identitaires et les luttes peuvent être communes, mais parfois elles se dissocient. Puis il y a aussi un danger de recentraliser, de réessentialiser la différence à partir de laquelle on construit notre lutte. Je ne sais pas si on peut lancer la discussion là-dessus aussi et de manière générale. C'est par exemple, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est ou de vivre enfin, c'est pas une question de plus importante, mais comment on aborde ces choses-là ensemble pour identifier les luttes communes, mais aussi identifier parfois comment on se nuit les uns les autres à lutter contre les ismes. Je t'entends plus bien, Patrick. On m'entend pas bien? Non, là, ça Okay. vient de couper. Je pense que la question était déjà bien claire. Je pense qu'elle est particulièrement intéressante. Et pour rejoindre un petit peu ce que Clémentine disait tout à l'heure sur la question du tri des personnes en situation de handicap, Covid+, par exemple, ta question, Patrick, rejoint directement cette question-là, puisque les outils qui ont été utilisés par les médecins et qui ont été diffusés dans un certain nombre de rapports et de notes sont des outils conçus pour des personnes en perte d'autonomie, des personnes âgées, et n'ont jamais été envisagés directement dans des cas de personnes en situation de handicap. Donc on a utilisé des outils à destination de certaines populations vis-à-vis d'autres populations qui n'avaient pas forcément les mêmes caractéristiques. Donc la question, Patrick, est particulièrement intéressante. Parmi les dévalideuses, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut commencer, prendre
essayer de répondre à est-ce qu'il y a une concurrence entre ces luttes, ces oppressions? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Et comment vous voyez les choses dans votre collectif et dans votre combat? Alors moi, je vais prendre la parole si vous voulez. Il y a, on refuse évidemment de parler de hiérarchie. Il n'y a pas une cause qui sera plus importante en soi qu'une autre. Par contre, il y a sûrement une hiérarchie de visibilité des différents problèmes dus au nombre, déjà, et dus à l'évolution des mentalités sur un problème ou un autre. Alors, concrètement, nous, comment on s'organise? On prend comme double axe la lutte antivalidiste et la lutte féministe, qu'on essaye de mettre un peu sur le même plan, mais déjà, on constate que le validisme a besoin d'être bossé beaucoup plus parce qu'il est moins visible que le féminisme. Le féminisme, il y a déjà quand même beaucoup de monde qui bosse dessus. Donc, on essaye de bosser les deux, mais clairement, on n'hésite pas à pencher un peu plus côté validiste parce qu'il y a juste plus de besoins. Voilà. Et on s'organise pour essayer de ne pas oublier les autres points d'intersection avec des populations qui vont être encore plus discriminées et encore plus invisibilisées, des personnes trans, des personnes, des travailleurs du sexe, des catégories. Plus on cumule, moins on a de visibilité et plus on a besoin d'être soutenu. Et voilà. Donc, au sein de notre équipe, on essaye d'intégrer un maximum de diversité, sans chercher le quota, évidemment, mais parce que c'est important que toutes ces situations-là, beaucoup trop invisibilisées, puissent être mises en avant autant que nous. Et notre mode de fonctionnement, c'est un peu une pépinière de projets où chacune peut venir en disant « Moi, j'aimerais travailler sur tel qui me concerne ou qui m'intéresse. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui saurait faire ça pour m'aider sur ce projet-là. » Et du coup, on essaye de mettre en contact les gens, leur donner un peu les outils pour faire émerger ces projets-là. Donc, on espère, par ce fonctionnement-là, très horizontal, pouvoir faire émerger un peu toutes les problématiques nécessaires avec une attention plus particulière pour les plus invisibles. Merci. Une de tes collègues veut prendre la suite? Oui, moi je veux bien. Charlotte? Juste pour évoquer un peu ce que ça me fait penser. J'avoue que parler de hiérarchie, oui, comme dit Céline, pour moi, ça pose problème parce que du coup, ça implique un jugement de valeur aussi sur quelle lutte serait préférable à une autre ou justement invisibiliser certaines luttes au profit d'autres. Et du coup, je pense que justement, la vision intersectionnelle, elle est aussi pour justement sortir un peu de ces idées et pouvoir connecter et lier différentes oppressions pour en faire justement, oui, qu'elles soient plus en opposé, mais qu'elles soient connectées. Après, un autre point aussi, je pense, important, c'est pour justement connecter encore plus toutes ces oppressions, c'est comme Patrick l'a évoqué tout à l'heure, la question de la productivité et du capitalisme, parce que toutes ces oppressions, elles sont vécues dans une même société. Quand même, quand je parle de société, je parle des pays occidentaux comme la France et les États-Unis. Je connais moins
les autres pays, donc je peux pas trop parler, voilà. Mais en ce que j'ai étudié moi dans ma thèse autour des pays occidentaux, c'est la notion, oui, de capitalisme et de productivité, qui touche aussi, voilà, les pays non occidentaux, mais de façon différente. Et du coup, ben, la société capitaliste, en fait, elle opprime, ben, les personnes handicapées parce qu'elles sont pas productives, les femmes parce qu'elles sont moins productives, les personnes noires parce qu'elles sont moins productives pour différentes raisons. Enfin, en fait, on peut retrouver des questions liées à la productivité et au capitalisme dans toutes les oppressions. Et justement, je pense que c'est un moyen aussi d'unir justement toutes ces oppressions et de faire une lutte globale où chacune a sa place sans les hiérarchiser justement, je pense. Très bien. Merci. Clémentine, Merci. c'est bon? Alors, je vais vous remercier tous et toutes pour cette présentation. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez attentifs à nos futures publications sur cette chaîne YouTube.